quotidien, nous citoyens, nous vivons une violence d'État. C'est normal. D'un point de vue de la Constitution, dans presque tous les pays, on a le droit de revendiquer, de faire des revendications, donc de faire des manifestations pacifiques pour demander qu'on vous augmente soit les salaires, qu'on vous demande de rétablir vos bourses pour les étudiants, etc. Mais il faut voir comment c'est réprimé. Les gens sont habillés en Robocop, ils viennent tabasser les étudiants parce qu'ils demandent qu'on paye les bourses. Ils ont droit, ils n'ont pas le droit de revendiquer. Donc l'État néocolonial, en conséquence, bastonne, traque. Nous, lycéens, on est passé à l'interrogatoire parce qu'on avait distribué des tracts. Quand j'arrive en France, je suis au resto U, je vois les jeunes Français en train de distribuer les tracts. Je dis, c'est pas possible. Oui, ils distribuent les tracts là. Ah non, c'est l'UNEF, ou c'est machin, ou c'est les trop là. C'est la LCR, c'est la Ligue communiste révolutionnaire. Ah bon? Et on leur fait rien. Ah non, 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 on leur fait rien. Mais nous, on peut nous exécuter au pays pour ça. On peut nous mettre au trou pour ça. C'est que les jeunes Français ne savent pas. Distribuer un tract pour donner son opinion. Dans nos pays, ça peut être un délit passible de tabassage, prison, etc. Et tout ça. Donc la violence, madame, nous la vivons de la part de l'État, d'abord. Si l'État est violent vis-à-vis de ses citoyens, comment le citoyen peut se défendre? Pour ceux qui sont pieux, ils vont dire, si on te tabasse la joue droite, tu donnes la joue gauche. Je ne crois pas trop à ces choses-là. Donc, nous, on a voulu se défendre, on s'est dit, il faut conquérir le pouvoir pour pouvoir mettre un ordre qui nous soit favorable. On peut avoir raison ou tort, mais pour éviter de se faire tabasser, c'est ça la solution. Donc la violence, elle vient des injustices sociales. Lorsque vous avez le même diplôme, vous n'arrivez pas à avoir le même poste dans l'administration, etc. Vous vous demandez sur quels critères lui il peut et moi je ne peux pas. C'est très violent, toutes ces choses-là. L'injustice, elle est violente, de quelque origine qu'elle soit. Ça, il faut le savoir. Du tribalisme. Oh, ben toi, tu es des nôtres. Toi, tu peux avoir ça. Comment ça? Et lui, il est dans la même situation que moi. Ah non, non, non. Toi, tu es Mossi. Toi, tu es Ngala. Toi, tu es... Le tribalisme. Le cancer de l'Afrique, c'est ça. Le tribalisme. Mais ça, c'est violent. Vous ne pouvez pas rentrer dans une administration où tout le monde parle en langue ethnique. Aujourd'hui, on vit cela. C'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Donc, la révolte, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui nous a motivés ces années-là, ce sont ces injustices-là. On voulait un pays où il y ait l'équité. On veut un homme, une voix, homme ou femme. Mais sauf que, on nous montre qu'il faut appartenir à l'ethnie d'eux. Alors là, il y a quelque chose qui coince. Et ça continue à coincer. L'Afrique ne marche pas parce qu'il y a tout ça. Donc la violence, de mon point de vue, elle vient de notre vécu au quotidien, de ce que l'État néocolonial nous impose. Lorsque Balladur décide d'évaluer le franc CFA, bon, ici, là, ça ne touche personne. Hein. Mais là-bas, celui qui avait des économies de 50 000 francs,
ça se transforme du jour au lendemain à 25 000 francs. C'est pas violent, ça. C'est très violent. Vous n'avez rien demandé à qui que ce soit, on a dévalué. C'est-à-dire que les autres ont dévalué leur monnaie, c'est ce que je dis, la question du franc CFA. Donc c'est la monnaie de la France. Ils ont raison, hein, ça leur appartient. Ils ont dévalué, mais les conséquences locales, les gens ils triment à la fin du mois. Ton salaire est divisé par 2. C'est ça la réalité. C'est une violence d'État. Donc, l'État néocolonial est violent. Il a été mis en place pour servir les intérêts de l'ancienne puissance coloniale, mais pas pour servir les masses. C'est ça, il faut le comprendre, c'est très très important. Il faut savoir que dans les années 70, le monde dans lequel nous vivons, il y a 2 superpuissances. L'URSS avec à ses côtés tous les pays de l'Est, dits entre griffes progressistes, et les États-Unis d'Amérique avec tous les pays de l'Europe de l'Ouest, dits les pays capitalistes. Il s'impose, il y a entre eux une course aux armements. Quand on dit armement, c'est de l'armement nucléaire. C'est-à-dire que on compte en tête d'ogive nucléaire, celui qui a le plus d'ogives nucléaires entre les États-Unis et l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, avant son éclatement. Maintenant, il y a un 3e groupe, ce qu'on appelait les mouvements de non-alignés. Les non-alignés, c'est Tito qui était président de la Yougoslavie. C'est lui qui crée ça. Donc la Yougoslavie, c'était un État à l'époque qui contenait la Serbie, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Slovénie, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, qui sont aujourd'hui séparés, sont des pays indépendants aujourd'hui. Mais la Yougoslavie, il y avait tout ça. Et donc Tito était suffisamment intelligent, il s'est regroupé avec 25 pays d'Asie et d'Afrique et du Proche-Orient pour dire, nous, on ne soutient ni les États-Unis, ni l'URSS. Nous, on ne veut pas aller à la course aux armements. Ils ont créé ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés. Nous, on a soutenu les mouvements des non-alignés, c'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas l'escalade militaire, et surtout nucléaire. Parce qu'ils allaient faire flamber la planète, tous ces gens-là. Bon. Il arrive les 13, 14, 15 août, dont Madame nous a présenté tout à l'heure, donc au Congo-Brazzaville, la chute du président Youlou, donc l'arrivée de la gauche congolaise au pouvoir, mais elle arrive au pouvoir, il faut comprendre aussi que quand un régime tombe, tout ne tombe pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même les socles du régime demeurent. Donc, les jeunes de cette gauche vont conquérir des positions au sein de l'appareil d'État, mais ils n'ont pas la totalité du contrôle d'État. Donc, on va prendre comme président Alphonse Massamba Deba, qui n'a pas participé au 13, 14, 15 août, ancien ministre de Youlou, donc, parce qu'il était le moins corrompu de la bande, on va le mettre à la tête de la révolution. Ça, c'est des choses aussi. Mais parce que les jeunes avaient peur de prendre le pouvoir, tout simplement. Donc, ils ont préféré prendre un aîné pour le mettre là, il était le moins corrompu, et puis voilà. Et lui, il a dû composer avec cette gauche-là, pendant le temps qu'il était au pouvoir, parce que cette gauche voulait plus de choses. Ça a mené le Congo jusqu'à l'adoption du socialisme scientifique. Donc, voilà. Quels ont été les acteurs? Parce que la gauche congolaise, une de ses composantes, finira par donner les principaux acteurs du mouvement du 22 février, du M22. Donc, les principaux acteurs du M22, moi je les appelle des héros oubliés. Voilà. Ange Diawara. J'ai volontairement mis leur nom. Donc il est né en mai 42, donc en février 72, au moment où
il fait son coup d'État qu'il échoue, il a 30 ans. C'est très important de retenir ça, il a 30 ans. Mais ça veut dire quand il arrive là, il a déjà au moins plus de 2, 3, 4 ans au pouvoir. Donc vers 28, 29 ans, il est déjà membre du bureau politique du parti. Donc déjà à 28 ans, ils sont à la tête du pays. Donc il va rallier le capitaine Marien Ngouabi, qui fait un coup d'État contre Massamba Deba, et ils arrivent au pouvoir, là, ils montent en puissance. Donc en 69, il va créer le Parti congolais du travail avec le président Marien Ngouabi. Donc le 22 février, il y a eu une rupture entre Marien Ngouabi et Ange Diawara, puisque Ange Diawara, selon lui, selon les renseignements qu'il avait, il avait compris que Ngouabi voulait les enfermer, voulait balayer toute cette gauche du parti, conseillée par la droite du parti. Donc les Yombi, etc. et tout ça. Et donc, ils échouent dans leur tentative. Ils tentent un coup d'État qu'ils échouent. Et là, la répression, elle est terrible. Parce qu'il y a eu au moins, enfin, dans le feu de l'action, il y a eu 1600 arrestations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1600 arrestations. Donc, ils ont nettoyé, comme on dit. Ils ont nettoyé. Et un an après, parce que lui, il va organiser un maquis aux côtés de Brazzaville, pas loin, ils vont tenir un an après, ils seront arrêtés et exécutés. Et donc, son cas précis, il avait pu traverser, aller au Congo-Kinshasa, et c'est Mobutu lui-même qui les a attrapés et a offert au régime congolais de Brazzaville. Voilà. Donc, mais c'est l'un des inspirateurs de l'autocritique du M22, des textes. Voilà. Donc pour ceux qui veulent le retrouver, voilà le livre Autocritique du M22. Ils décrivent dans ce livre ce qu'ils appellent leurs erreurs pour avoir intégré l'appareil d'État néocolonial. Ils ont voulu faire la révolution de l'intérieur. Et en voulant faire la révolution en utilisant l'appareil d'État qui n'était pas destiné à faire la révolution, ils ont échoué. Donc voilà. La suite. Voilà. Là, c'est le numéro 2, Jean-Baptiste Ikoko, un garçon très intelligent. Lui, c'était un prof. C'était un professeur de lycée. Il a étudié aux États-Unis. Quand il est venu au Congo, il a intégré le corps de la défense civile. Il faut comprendre qu'au Congo, l'armée régulière était contre la révolution. Ce qu'on appelait la révolution des 13, 14, 15 août. Mais l'armée, elle n'a pas participé à la révolution. Elle soutenait en fait, elle trouvait que bon, tous ces jeunes-là faisaient de la pagaille, quoi. Il fallait balayer. Mais la jeunesse, pour défendre la révolution, on a réussi à imposer à Massamba Deba de créer une milice, un corps qui prenait de plus en plus de l'ampleur, qu'on appelait la défense civile. Donc c'était le bras armé de la jeunesse. C'était le bras armé de la révolution. Et ça faisait une situation un peu compliquée. C'est comme s'il y avait deux armées dans le pays. Et donc, à un moment donné, soit on se disait qu'ils allaient se canarder, soit il fallait trouver une solution, quoi. Donc, lui, avec les Diawara, quand leur accord avec Ngouabi, président, ils vont dissoudre la défense civile. La contrepartie, c'est qu'ils intègrent dans l'armée régulière comme officiers. Ils rentrent, et les hommes de troupes rentrent à la base comme hommes de troupes aussi. Donc tout ce monde-là participe au renforcement de l'armée, et surtout, il crée avec Diawara et Ngouabi le Parti congolais du travail. Maintenant, le 22 février, avec son ami, il cherche à renverser Ngouabi, ils échouent. Il se réfugie dans la campagne proche de Brazzaville. Il sera exécuté, pris avec les Diawara et tout ça là, livré par Mobutu évidemment, et assassiné. Âge 32 ans. C'est très important, 32 ans, parce qu'ici en France, je vois des gens qui ont 30 ans, 28 ans, etc., qui pensent qu'ils sont toujours des bébés. Mais bon, je peux vous garantir que l'engagement, on a étudié ça à l'école, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nom. Voilà, donc c'est ça, quoi. En fait, c'est ça. Allons-y, la suite. Voilà.
Jean-Pierre Oluka, 25 ans. Vous voyez, c'est pas vieux, hein. 25 ans, le 22 février, c'est le jour où ils font le coup d'État, lui, il a 25 ans. Donc, lui, il a fait ses études à Kouyouganda, ensuite à Fort-Roussé. Il a intégré l'armée et, à l'époque, il avait le grade de sergent-chef. Donc, avec les Anges, c'est l'un de ceux qui participent à vouloir renverser, mais leur coup d'État échoue. Il est l'un des auteurs du texte autocritique du M22. Ensuite, Jean-Claude Bakekolo, 23 ans, vous voyez l'âge. C'est important, j'insiste sur l'âge parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils ne sont pas encore suffisamment mûrs. J'entends ça souvent. Non, vous êtes mûrs, il faut le vouloir. Donc, il a fait ses études à Saint-Jean-Joseph à Bakongo. Lui, il intègre directement la défense civile. Ce qui est intéressant pour ce garçon-là, c'est que lui, il vivait dans les casernes de la DC. Nous, on l'appelait Baker. Donc, c'était quelqu'un qui était prêt à mourir pour la révolution. C'est-à-dire, quand on le voyait, on voyait bien que c'est quelqu'un qui était vraiment imprégné de l'idéologie révolutionnaire. Donc, il va participer aussi à la tentative du coup d'État qui va échouer. Et il est aussi le 4e auteur de l'autocritique du M22. La suite, s'il te plaît. Franklin Bukaka. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent. Vous le connaissez beaucoup plus en tant qu'artiste, puisqu'il a chanté Pont sur le Congo, Les Immortels, etc. Il a fait un album avec Manu Dibango et tout ça là. Donc, très populaire sur tout le continent. Voilà. C'est-à-dire que ces chansons, nos adversaires politiques ont dit que c'était de la provocation. Mais en fait, il décrivait une réalité sociale. En fait. Il ne faisait que décrire sa société. Et on lui a fait payer cher. Comme il a soutenu le camp des insurgés, il a été exécuté. Bukaka, dans des conditions terribles encore. Et là, c'est Prosper Matumpa Polo. Vous voyez l'âge, hein, 33 ans. Alors, Prosper Matumpa Polo, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a présenté comme l'un des idéologues du groupe des révolutionnaires. Et ils ont participé, c'est eux qui ont créé les conditions pour qu'on ferme les bases militaires françaises au Congo et à Brazzaville. Il faut savoir que Brazzaville fut la capitale de la France libre. Donc, de la France libre, oui, d'accord, mais capitale de l'AF, Afrique équatoriale française, sous la colonisation. Donc, la France avait installé localement toute son armée, quoi, toute son artillerie, etc. Et, tout. Et quand ces jeunes révolutionnaires arrivent, et ils demandent, écoutez, Français, vous êtes bien gentils, on continue la coopération civile, base militaire, pouf, vous partez. Et ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi à obtenir ça. Et Matumpa Polo est l'un de ceux-là, avec le groupe de Diawara, à demander la fermeture et à vouloir aussi la nationalisation de l'enseignement. Parce que, et tout ça, on pourra en parler. La CIA le présentait à l'époque comme cerveau penseur du groupe des révolutionnaires de la défense civile. Vous voyez, il y avait un observateur à Léopoldville. Léopoldville, c'est l'ancien nom de Kinshasa. Pour les jeunes qui ne savent pas, Kinshasa, au départ, c'était Kinshasa. Quand nos ancêtres ont créé la ville, c'était Kinshasa. Le colon est venu la baptiser Léopoldville, pour le roi Léopold, le roi des Belges. C'est comme ça, Léopoldville. Après, il y a eu toute la campagne de Mobutu sur le recours à l'authenticité. Donc, on est rebasculé Kinshasa. Léopoldville est redevenu Kinshasa. Donc, à l'époque, on appelait encore Léopoldville. Donc, lui, il s'était spécialisé de s'occuper de l'économie. Il va créer un grand organisme à l'époque qu'on appelait l'Action de rénovation rurale. C'était une sorte de structure de l'État qui avait des camions et tout ça, qui allait dans les campagnes pour acheter
la production des paysans, ceux qui faisaient du café, ceux qui faisaient du cacao, etc. Tout ça là, enfin, bon, bref, c'était bien, mais bon, tout ça, ça a disparu. Donc, mais c'est un des proches de Ange Diawara, il participe au coup d'État, mais lui, il était à Pointe-Noire. Ça échoue, parce que Ngouabi était à Pointe-Noire. Il avait la mission de neutraliser Ngouabi, il n'a pas pu neutraliser Ngouabi, c'est lui qui a été neutralisé. Donc il a été exécuté par les troupes de l'Obimétrie dans les environs de Pointe-Noire. Et son corps a été jeté quelque part dans la mangrove. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé son corps. Donc vous voyez l'âge, hein, 33 ans. Donc, je voulais vous montrer un peu les leaders, ceux qui ont créé le M22, tous ces frères, tous ces gens-là. C'est eux qui se sont battus pour une certaine indépendance du Congo. Et là, c'est là où je vous attends, et j'espère que tout à l'heure, quand on passera aux questions, en gros, ce livre que eux, ils ont écrit, dit deux grandes choses. Mais il y a plus que ça, mais les deux qui me paraissent principales. La première autocritique qu'ils ont faite pour eux, c'est l'absence d'une organisation de révolutionnaires digne de ce nom. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont engagés dans cette affaire-là sans être vraiment organisés, quoi. Sans être organisés en parti révolutionnaire. Ils avaient des petits groupes, etc. et tout ça là. Très sectaristes d'ailleurs. Il y avait les révolutionnaires du Nord entre le Griffe, les révolutionnaires du Sud entre le Griffe, etc. Enfin, c'était un peu folklore. Et puis voilà, donc eux, ils ont fait leur autocritique par rapport à ça. Donc ils ont dit qu'il y avait la nécessité de créer une organisation autonome de la classe ouvrière, en s'appuyant sur les syndicats, pour organiser et impulser le mouvement de masse. Ça, c'est déjà la première critique qu'ils font de leur pratique, parce qu'eux, ils ont été au pouvoir et ils se sont rendus compte qu'ils étaient coincés quelque part. La deuxième, c'est la question de l'appareil d'État. C'est-à-dire, peut-on conduire une révolution en s'appuyant sur un appareil d'État néocolonial, une armée néocoloniale, une justice néocoloniale, une monnaie qui ne nous appartient pas? Est-ce qu'on peut conduire une révolution? Eux, ils étaient à la tête de l'État. Mais, in fine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'appareil d'État qui les a éjectés. Ils ont tous été exécutés. Donc, l'impérialisme est puissant. Hein. Ça me donne l'occasion de dire, sans vous couper, que notre révolution, quand elle est arrivée, justement, elle a mis fin, elle a restructuré l'armée, d'une part. La justice, ce n'était plus la justice bourgeoise aujourd'hui qui traîne jusqu'à le dossier de Thomas, ça fait bientôt 31 ans, ça ne bouge pas. C'était les TPR. Vous venez, on a fait ça. Sur la monnaie, nous n'avons pas eu l'appui de nos voisins. C'est pour ça le panafricanisme, pour ça l'unité africaine est importante. Sinon, ce n'est pas l'envie qui nous a manqué pour ce qui est de la monnaie. Mais nos ennemis, justement, se sont appuyés sur ça pour dire qu'il allait trop vite. Sinon, l'appareil d'État, nous avons déstructuré l'appareil d'État. Quand nous sommes arrivés en 4 ans, bon, ceux qui sont un peu plus âgés, bon, il n'y a pas plus âgé que moi dans la salle quand même, j'espère bien. Et je pense que ça, c'est très important. Quand vous prenez le pouvoir, vous ne pouvez pas gérer le pouvoir en se disant révolutionnaire avec un appareil d'État néocolonial. Donc nous avions mis fin à l'armée telle qu'elle était structurée, en envoyant l'armée au champ. Enfin, nos ennemis disaient qu'on les envoyait au champ, mais non. Et nous avions dit à Thomas, en temps de paix, l'armée, c'est des chômeurs déguisés. Ils font rien. Qu'est-ce qu'ils font? C'est éplucher la pomme de terre, et tout. Qu'est-ce qu'on a voulu? Qu'est-ce que Thomas a compris? Il a dit, bon, on réforme l'armée. Vous allez aller construire les écoles. Vous allez donner des piqûres aux élèves et aux enfants si vous avez la dextérité. Résultat, nous avons vacciné 2 millions d'enfants en moins de 6 mois. Donc si vous prenez le pouvoir quelque part dans ces pays africains, il faut remettre en cause. Il n'y a pas de révolution si vous ne remettez pas en cause l'appareil d'État tel qu'il est. C'est quoi pour nous et pour Thomas, le pouvoir était un moyen et non pas un but. Le pouvoir fut un moyen
pour mettre en pratique ce que nous avons prêché au bord de la Seine pour certains, au bord de la Volga pour d'autres, etc. etc. L'appareil d'État, c'est très important. C'est pour ça que nous n'avançons pas depuis 2015. Parce que l'appareil d'État reste aux mains de ceux qui sont contre l'évolution. Et ils ont participé à l'insurrection, certains pour certains, mais ils n'avaient pas compris que c'est en remettant en cause l'appareil d'État que l'insurrection pouvait être achevée. Et l'insurrection n'a pas été achevée. Pourquoi? Parce qu'on a mis à la tête de cette insurrection-là les réactionnaires, je dis bien les réactionnaires, pour certains, aussi bien militaires que civils, notamment Kafando, étaient la tête de pont de tout en Côte d'Ivoire contre la révolution au Burkina au temps de Togo. C'est lui qui était logé à Cocody et c'est sa villa qui servait de lieu de rencontre de tous ceux qui luttaient contre la révolution. Voilà. Bon. Donc, à la suite de toute cette expérience au sein du M22, j'ai écrit un livre qui est là. Le M22, une expérience au Congo, devoir de mémoire. Pour moi, c'était important d'écrire ce livre-là parce que j'ai perdu des amis qui ont perdu leur vie. Et vous voyez qu'ils étaient jeunes. Ils n'ont pas eu ma chance. Moi, aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai 68 ans. Eux, à 32 ans, 33 ans, 23 ans, on a arrêté net leur vie. C'est très important. Donc, pour eux, il fallait témoigner. Il fallait tirer les leçons de nos erreurs. Il fallait dire ce qui s'est fait. Témoigner aussi pour ne pas laisser que l'histoire soit racontée par les seuls vainqueurs. Parce que ceux qui nous ont battus, 72, 73, sont encore aujourd'hui au pouvoir au Congo. C'est eux qui continuent à diriger le Congo. Faites l'état des lieux du Congo aujourd'hui, tirez-en le bilan. Vous allez voir qu'en fait, nous, on avait raison. Parce que ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui, c'est un État failli. On appelle ça comme ça, État failli. On ne paye pas les fonctionnaires, on ne paye pas les retraités, les bourses, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment inimaginable. Quand on aime son pays, il y a des choses qu'on refuse. Bon, on ouvre le champagne quand le FMI nous prête l'argent. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand tu vas faire un prêt, c'est comme les revolving. Hein. Quand tu fais un revolving, tu vas t'acheter une bouteille de champagne. En sachant que, sauf un co, CTLM et compagnie, ils te tiennent à la gorge. Entre parenthèses, pendant les 4 années, nous n'avons pris de crédit ni au FMI, ni à la Banque mondiale. Voilà. Et notre ministre des Finances, notre ministre des Finances, Hélas fait Dondassé, un autodidacte, Dondassé Eugène, était au FMI, à chaque réunion, il sortait de là avec toute sa chambre d'hôtel pleine de soi-disant experts qui venaient lui présenter. Le convaincre. Et il disait, moi, le président m'a dit, si je viens prendre un crédit, je reste dehors. Comme je vais rester ministre, je n'ai pas de crédit. Pendant 4 ans, on n'a pas pris ni au FMI, ni à la Banque mondiale. Parce que, comme nous a dit Rawlings, votre richesse, c'est votre jeunesse. La richesse du Burkina est à l'intérieur du Burkina. Nous ne pouvons pas prendre les impôts des Ghanéens et vous permettre, vous, d'aller construire le Burkina, la Haute-Volta à l'époque. Votre richesse est dans ça. Et nous avons dit, bon, puisque nous n'avons pas le choix, parce qu'effectivement, les premières délégations pour aller dire à Rawlings, bon, il faut nous soutenir, on va lui raconter que, bon, les caisses sont vides, etc., etc. Il dit, bah, si moi je vous donne l'argent, je prends où? C'est les impôts des Ghanéens. Je ne vais pas prendre les impôts des Ghanéens pour vous donner, vous allez aller construire la Haute-Volta. Prenez l'argent là où il est et votre argent est au Burkina. Et donc pendant 4 ans, nous n'avons demandé de crédit ni à la Banque mondiale,
ni au FMI. On ne peut pas applaudir d'avoir un crédit à la Banque mondiale. Ce n'est pas possible. La Banque mondiale, s'il devait développer l'Afrique, il y a 15 ans qu'on avait dépassé, sinon même 50 ans qu'on avait dépassé la France, parce que nos richesses sont dans notre pays. Notre sous-sol est riche. Si la Banque mondiale ou les FMI voulaient que ces pays-là se développent, il y a 60 ans, on était une superpuissance. Même pris individuellement. Même pris individuellement. Le Nigeria, le Congo, Kinshasa, si pris individuellement, ils pouvaient être une superpuissance. Avec tout ce que ça renferme. La Guinée, n'en parlons pas. Comme disait Sékou Touré, c'est un scandale minier. Scandale minier, la Guinée. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, la Guinée en soit encore arrivée à ça? L'avantage de Sékou Touré, on a beau lui mettre tout, c'est d'avoir refusé de vendre le sous-sol de son pays à qui que ce soit, y compris l'Union soviétique. Là, je me présente. Hein. Là, c'est moi. Et là, je suis sur un engin blindé. On appelle ça un BTR de l'armée congolaise. C'est-à-dire que le président Marien Ngouabi est en train de faire un meeting au stade de la Révolution. Donc vous avez des gens, et les militaires que vous voyez derrière là, en fait, ce sont nos geôliers. Donc c'est eux, on est sous le BTR, donc quand Ngouabi appelle, puisque nous, on a dit qu'on nous a capturés, donc quand on appelle l'intéressé, il se lève devant le BTR, et la foule, et je vous dis, hein, la foule, elle crie au poteau. Oui. Non, mais je vous dis, hein, ça, nous, on l'a vécu. C'est-à-dire que la foule, elle dit au poteau, au poteau, au poteau. Et quand tu entends ça, tu dis, mon Dieu. Moi, je me bats pour les masses, et elle crie au poteau, là. Là, hein, bon, il faut savoir qu'il faut relativiser tout ça. C'est-à-dire que il y a des gens fanatisés aussi qui arrivent, mais qui n'ont pas aussi toutes les explications. Parce qu'on leur a présenté que nous, on était là pour vouloir tuer les gens, etc., tout ça. On raconte un bon mensonge officiel, et puis voilà. Donc, on témoigne, là j'ai 21 ans, donc voilà, et après on va repartir dans la prison. Donc, dans le livre, j'aurai décrit la vie des réseaux urbains, la vie dans le maquis, l'arrestation, notre passage à la commission d'enquête, à la commission d'instruction, le procès, puisqu'on a eu droit quand même à un procès radiodiffusé qui est passé, donc on a profité de cette tribune-là aussi pour nous défendre, etc., etc. Donc le livre, il est là, on peut le trouver à la FNAC, donc il a été édité en France, donc aucun souci. Donc voilà, je vous laisse la parole. Vraiment, il ne faut pas que vous vous mettez dans l'esprit, nous on ne va pas y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Tous vos amis que vous avez perdus durant les luttes qui durent depuis des années et des années, c'est pas, entre parenthèses, quand on a tué Thomas, moi j'étais réfugié au Congo, Brazzaville, 2 ans à Poto-Poto. Pour vous dire que vous pouvez y arriver, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Congo, vous pouvez y arriver parce que nous, quand on était justement, avant qu'on entreprenne notre alliance avec les militaires révolutionnaires, on se disait, de toute façon, on s'est dit, dans ce pays, s'il n'y a pas cette alliance-là, on ne peut rien changer. Parce que ça a de substitution en production. Aucun pays n'a été développé par la Banque mondiale, encore moins le FMI. Aucun pays dans le monde. Aucun pays. Donc nos pays, aujourd'hui, sont à genoux parce que nos responsables n'ont pas le courage de dire allez travailler. Nous avons dit au Burkinabé, allez travailler. Si vous travaillez, nous n'avons pas besoin de la Banque mondiale. Et pendant 4 ans, nous n'avons pas. Nos ennemis, nos adversaires, tous les nostalgiques de l'armée rouge, etc., disent oui, c'était des travaux forcés.
Comment on peut parler de travaux forcés quand on travaille pour construire son pays? Les travaux forcés, c'est que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, mais on construit pour son pays. Nous avons construit de nos mains les rails. Nous avons construit de nos mains les barrages, les tenues d'eau. Le Burkinabé n'est pas fainéant. Le Congolais n'est pas fainéant. Sinon, le Congo aurait disparu. Pourquoi nous ne pouvons pas? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux là. Oui, je profite pour vous dire. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, on saute. Mais pourquoi il a dit ça? Ceux qui disent, par exemple, oui, abat la France. Je prends le cas du Burkina, hein, abat la France. Il suffit de le supprimer 3 jours. Votre téléphone, vos histoires, votre téléphone là, pour voir ce que vous allez pouvoir faire. Mais oui, on crie là, on n'est pas prêt à se sacrifier et on veut sacrifier les enfants d'autrui. Non, il faut que ce soit nous-mêmes, vous, moi, qu'on arrête avec cette histoire de c'est très bien, ça permet de communiquer rapidement et tout, on n'a plus besoin de prendre le vélo pour aller distribuer les tracts, comme on le faisait. Mais quand même, ne restez pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la colonisation, elle est d'abord culturelle, mentale, avant d'être physique. On nous a conditionné que on ne peut plus rien faire sans le iPhone. Il y en a qui ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur mobilette, ils ont 3 iPhones. Il faut me donner l'argent, je vais mettre de l'essence. Et il sort 3 iPhones. Où est-ce qu'il trouve? Si ce n'est pas du vol. Merci beaucoup.